Bonjour Emmanuel Morel et Bonjour. merci d'être venu ce matin. Alors une petite question d'actualité au lendemain du match France-Israël. Quel est votre commentaire? Donc quelques échauffourées dans le stade, un président et ses prédécesseurs en tribune, le tout sous très haute surveillance. On a l'impression qu'il n'y avait qu'un enjeu, il était sécuritaire. Oui, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu trop d'incidents. Mais moi, ce que ça m'inspire, c'est que le sport ne peut pas faire tout oublier. L'atmosphère était lourde, elle était pesante. Et puis pour le reste, c'était nul. Nul sur le terrain, ça c'est sûr. Mais aussi un stade qui était quasiment vide, une forme de tristesse. Il fallait le jouer dans ces conditions? Oui, il fallait le jouer, évidemment. Moi, de toute façon, je suis pas pour qu'on... C'est une position de principe que j'ai eue. Je suis pas pour qu'on fasse porter aux sportifs ou aux artistes les turpitudes de leur propre gouvernement. Enfin, voilà, l'atmosphère était lourde et pesante et il est temps de tourner la page. Du gouvernement, vous parlez de celui d'Israël ou de celui aussi du gouvernement français? Évidemment, si on pouvait tourner la page du gouvernement Netanyahou, je crois que ça irait bien pour beaucoup plus de monde. Oui. Alors revenons à l'actualité sociale, puisque le Premier ministre a donné une longue interview au journal Ouest France. Et l'un des sujets qui occupait l'actualité, c'est celui d'un jour férié en moins pour tenter de faire rentrer de l'argent dans les caisses de la Sécu. Pour parler simple, il dit qu'il n'y est pas favorable. Déjà, sa réaction à lui, puis vous en pensiez quoi, vous, au départ? Écoutez, s'il pouvait faire en sorte que toutes les mauvaises idées suscitées par les membres de son gouvernement soient progressivement abandonnées, ça serait bien. Vous le trouvez plus modéré que son gouvernement ? Parfois, oui. Il faut dire aussi qu'il a quelques spécialistes. Quand vous voyez le ministre de la fonction publique qui, à peine arrivé, passe son temps à provoquer les gens qu'il est censé servir, c'est-à-dire les fonctionnaires. Quand vous voyez la ministre de l'Éducation nationale qui manifestement connaît pas le sujet et qui, entretien après entretien, elle aussi multiplie les provocations, c'est sûr que parfois M. Barnier apparaît plus sage. Le problème, c'est pas M. Barnier, c'est le projet politique qui est en train d'être porté pour la France, qui, à mon avis, va à l'encontre de tout ce qu'on pourrait souhaiter pour le pays. Et donc, pour ce jour férié, il n'est pas favorable. Vous êtes favorable à ce qu'il n'y soit pas favorable? Tout à fait. Mais j'aimerais bien aussi qu'on avance sur le jour de carence, parce que là-dessus, il est plus ambigu. Je pense que c'est une très mauvaise idée qu'il faut abandonner. Et puis, plus largement... Vous le rappelez, 3 jours de carence pour les fonctionnaires, oui, ce qui est totalement, pour s'aligner, entre guillemets, même si c'est un long débat. C'est totalement injuste, totalement inefficace. Mais ce que j'aimerais surtout, et là, dans l'interview, on n'est pas rassuré, c'est qu'il abandonne la politique budgétaire qu'il veut mettre en œuvre, qui risque d'avoir des effets très graves pour l'économie de ce pays, et qui, en plus, refuse obstinément d'aller chercher l'argent là où on peut le trouver, c'est-à-dire sur les bénéfices des grandes entreprises ou chez les très riches. Parce que la réalité, et je pense qu'il faut vraiment être très clair là-dessus, du débat budgétaire pendant les 3 semaines qui viennent de s'écouler, c'est que la gauche a fait des propositions qui, à mon avis, étaient constructives pour réduire le déficit, pour faire en sorte qu'il y ait un peu plus de justice fiscale. Et ce qu'on appelle le bloc central, qui n'est pas un bloc d'ailleurs et qui n'est pas un socle non plus, c'est obstinément refuser à faire en sorte que les très grandes fortunes et les très grandes entreprises qui font des bénéfices participent à la vie économique de ce pays en payant un peu plus. Et c'est ça, je pense, le principal problème du moment. Alors, vous parliez du débat budgétaire. Justement, dans cette même interview, le Premier ministre, bien évidemment, dit qu'il est fort probable qu'il utilise le 49.3. C'était prévisible. La question est de savoir qu'est-ce qu'il restera. Alors, pour l'instant, ça va aller au Sénat. Qu'est-ce qu'il restera des amendements des uns, des autres en particulier? Vous les évoquiez, ceux du nouveau Front populaire. Tout ça pour ça? Mais j'espère qu'il restera de nos amendements ce qui pouvait soulager les Français. Ça n'en prend pas le chemin, apparemment. Oui, mais quand, par exemple, on disait qu'il faut élargir le prêt à taux zéro pour relancer un petit peu l'immobilier, parce qu'il y a plein de Français aujourd'hui qui n'arrivent pas à acheter une maison ou qui n'arrivent pas à se loger, pour moi, c'était très important et c'était décisif. Quand on a dit il ne faut pas de surtaxe sur l'électricité, parce que déjà les ménages ont un problème avec une inflation galopante, même si elle se réduit un petit peu, il faut absolument qu'ils puissent se chauffer cet hiver, j'espère qu'il va retenir ces propositions-là. Ça, c'est des propositions pour la vie quotidienne des Français qui en ont besoin. Après, écoutez, s'il veut s'obstiner avec son socle commun, je disais tout à l'heure, c'est pas un socle parce que les macronistes entre eux sont même pas d'accord. Vous avez une partie, d'ailleurs des gens qui ont été au gouvernement pendant 7 ans, qui disent surtout... Le bloc est devenu petit bloc. Oui, mais surtout, ils sont en cohabitation permanente avec eux-mêmes. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Ils ne sont d'ailleurs pas d'accord avec M. Barnier. Vous savez, pendant tout le débat, M. Barnier était parfois seul parce qu'il y avait un ou deux de ses
supposé soutien dans l'hémicycle, là où on est censé être 577. Mais surtout, moi, ce qui me frappe, c'est que vous avez des gens qui ont été 7 ans au pouvoir, qui sont donc responsables de l'état des finances publiques qui est très préoccupant dans ce pays, et qui disent surtout, la priorité, c'est de pas toucher aux impôts des plus riches. Et quand je parle des gens les plus riches, je parle pas de vous et moi. Je parle des gens, par exemple, qui ont un patrimoine de plus de 50 millions d'euros. Vous voyez, ça concerne pas beaucoup de Français. Quand nous avons proposé ce qu'on appelle la taxe Zuckman, c'est-à-dire la taxe sur le patrimoine, donc des gens qui ont plus de centaines de millions d'euros de patrimoine. Et quand on dit, pour contribuer à l'effort national, il faudrait une taxe de 2%, et que vous avez M. Attal, M. Darmanin et d'autres qui montent sur leurs grands chevaux en disant « Oh là là, c'est une catastrophe, vous allez faire fuir les investisseurs de ce pays », excusez-moi, mais je trouve que c'est pas à la hauteur de l'enjeu. Alors justement, ce débat budgétaire se déroule dans un climat social qui commence clairement à se détériorer, avec des plans sociaux à répétition, Michelin, Auchan, Bonduel. Dans ces cas-là, la question qu'on pose toujours, c'est le gouvernement n'est pas forcément responsable de ces secteurs en difficulté, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour éviter justement que le chômage, qui était plutôt stable et qui était entre guillemets une réussite de ces 7 ans d'Emmanuel Macron, que ce chômage ne remonte. On a l'impression qu'il manque de la confiance chez les industriels, dans les entreprises, mais aussi chez les Français. Alors déjà, il ne faut pas entretenir la mythologie macroniste qui consiste à dire qu'on en a fini avec le chômage de masse, que le pays se réindustrialise. Ça n'est pas vrai. Sans entretenir la mythologie, il y avait du mieux. Oui, non, mais ça n'est pas vrai. Il y avait plus déjà cette année de fermeture d'usines que vous en aviez d'ouverture. Donc la situation n'a jamais été aussi idyllique que décrite par le gouvernement. Mais surtout dans le cas de Michelin, par exemple, alors il y a une conjoncture internationale qui est pas bonne, il y a le marché de l'automobile qui va pas bien, on pourra y revenir, notamment à cause de la concurrence internationale qui est complètement déloyale. Quand vous avez des voitures chinoises qui sont produites avec des salaires de misère, dans des conditions déplorables, c'est sûr que nous, on peut pas lutter. Mais dans le cas de Michelin, il y a quand même un problème structurel, c'est que c'est une entreprise qui a reçu beaucoup d'aides d'État, du crédit impôt recherche, ce qu'on appelle le CICE. Le Premier ministre dit qu'il veut faire un audit. Oui, mais c'est pas seulement un audit. Il faut les mettre en face de leurs responsabilités. Pourquoi ? Parce que Michelin, par ailleurs, n'a jamais fait autant de bénéfices, et il n'y a jamais autant de bénéfices distribués aux actionnaires. C'est là qu'il y a un problème. Moi, je peux comprendre qu'il y ait des entreprises qui soient confrontées à une situation économique difficile. Mais quand vous avez autant de bénéfices et que vous distribuez, je crois que c'est 50% des bénéfices ont été distribués en dividendes cette année, plus que jamais auparavant, plus de 3,5 milliards de bénéfices, là, il y a un problème. Et là, les pouvoirs publics, ils doivent sanctionner et agir. C'est pas ce qu'ils font. Dans le cas d'Auchan, c'est pareil. C'est une entreprise. Alors là aussi, la consommation change. Vous avez, par exemple, des choses très concrètes, comme le marché de l'immobilier va pas bien, vous avez les magasins d'équipement, de jardinage, de bricolage qui vont moins bien. Ça, je peux le comprendre. Mais quand vous avez des entreprises qui font de très bons résultats, comme c'est le cas d'Auchan, qui payent très mal leurs salariés et qui en plus commencent à faire des plans sociaux ici ou là, oui, les pouvoirs publics, ils doivent intervenir et ils ne le font pas. Alors un dernier mot pour cette dernière minute. Il y a aussi des mouvements sociaux qui se préparent dans la fonction publique, vous l'évoquiez, mais aussi à la SNCF. Bien évidemment, il faut que la représentation nationale du NFP accompagne ces mouvements ? Oui. Alors sur la fonction publique, je vous le disais, des provocations. Je vois que Monsieur, je sais plus comment il s'appelle, Guillaume Casbarian, ou Madame Pécresse maintenant s'inspire de Elon Musk en disant faut taper à la hache dans les services publics. Enfin, concrètement, les gens ils savent ce que c'est les services publics. La poste, l'éducation nationale, les transports, l'hôpital. Ça compte dans la vie des Français. Et quand on a des gens comme ça qui s'imaginent trumpistes dans notre pays, je pense qu'ils se trompent de pays. On doit les accompagner. On doit accompagner les agents de la SNCF qui protestent contre la privatisation des lignes régionales ou contre le démantèlement du fret. On doit accompagner les profs qui sont déjà mal payés dans des métiers souvent peu considérés, et notamment par leur ministre, et qui aujourd'hui sont pas contents, et légitimement. Puis surtout, il faut être à l'écoute de la colère sociale dans ce pays qui s'exprime, on vient d'en parler. On a des salariés qui aspirent à gagner davantage, et on les soutient continuellement et inlassablement. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Morel d'être passé ce matin, et à bientôt sur ce plateau.